Après ça, on va finir quelques petites questions et on va finir aussi avec notre démonstration du TRI après impôt. Donc, le TRI après impôt, je vais vous le montrer. Il y a un exercice seulement dans le manuel, dans le cahier d'exercice et ça sera terminé évidemment à la maison au besoin parce que c'est quand même très très long. Il faut suivre le livre. Là. Si on ne suit pas le livre, là, c'est très complexe. Mais au moins, vous aurez vu comment on arrive à un rendement après impôt. Donc, on va aller prendre le manuel de cahier d'exercice en fait et on va aller chercher le numéro 9. Numéro 9 dans notre chapitre. Donc, ça ne sera pas bien long. Je vais tourner les pages ici. Ça ne sera pas bien long de trouver la page. Donc, chapitre 5, les questions de révision, page 115 et suivante. Et ça va être le numéro 9 qu'on va aller faire. Donc, 115 ici à peu près. Donc, ça, c'est quoi numéro 4? Un petit peu plus loin. Numéro 8, donc, c'est le prochain ici. Donc, numéro 9, on regarde ça ensemble. C'est vous qui allez le faire. N'oubliez pas de mettre la petite horloge si vous n'êtes pas en mesure de faire l'exercice, au moins que je sache qu'on n'attend pas pour la correction. Donc, nous avons deux possibilités. On a un prix d'achat d'1 million, 90 000 de revenus nets et des paramètres ici. Et vous avez le prêt conventionnel, donc le prêt non assuré et le prêt assuré. Donc, non assuré et assuré. Et on vous demande ici de calculer l'encaisse nette. Évidemment, pour chacun des prêts, le rendement du revenu courant, plus-value, capital et taux de rendement interne. Moi, ce que je pourrais vous suggérer pour cette question-là, ça va être beaucoup plus simple si vous traitez tout le conventionnel en premier et tout l'assuré en deuxième. Parce que si vous décidez de faire la question A, la question B, la question C, bien, il faut changer les paramètres de votre calculatrice à quelques reprises. Donc, c'est un peu plate de ce côté-là. Fait que moi, je vous dirais, faites tout le conventionnel et tout l'assuré pour ABCDE. Et comme ça, vous aurez les deux TRI à la toute fin. Donc, vous y allez. Numéro 9, placez votre pouce quand vous avez terminé. On procède à la correction ensemble tout de suite après.
quelques instants faire un petit rappel de ne pas oublier de placer votre pouce une fois que vous avez terminé. Les pouces ont commencé à apparaître. On se donne quelques minutes de plus pour aller en chercher une grande majorité. Et on fait le tour de la correction. Et peut-être un petit indice pour la suite de notre programme. Eh bien, le TRI 3 formules ici, c'est ceux qui vont être très, 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 très présents à l'examen final. Donc, être bien à l'aise de calculer ces 3 rendements 2 fois de suite, c'est sûr que ça peut aider. Donc, lâchez pas et je vous reparle dans quelques minutes. Dès qu'on a quelques pouces de plus, on corrige.
on va procéder à la correction de l'exercice. Donc, on regarde ça ensemble. On va aller voir les taux de rendement interne des deux scénarios. Ensuite, on va compléter le reste du chapitre avec, entre autres, la démonstration et on verra là, où on va être rendu tantôt. Donc, je vais aller chercher la solution page 126. En fait, de la page 126, ça ne sera pas bien long. Donc, je vais aller chercher l'équivalent de l'autre côté dans les solutions. Donc, 310 et suivantes, ça ne sera pas bien long. Il n'y a pas de lien direct, donc il faut que je trouve la page à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a ici? Je circule un petit peu ici. 7, 8, 9, 8. On continue. Un petit peu ici. Donc, et voilà. En fait, je pense qu'il y a un problème de numérotation dans la solution. Là. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans les pages. Là. Les numéros ne fitaient pas. Donc, en fait, c'est comme numéro 8 ici, mais en réalité, c'est pas le numéro 8. Là. Donc, on y va, parce que je pense que c'est ça, le numéro 8. Il y avait un problème de numéro. Mais on l'a ici, notre exercice. Donc, on a nos informations ici directement, 1 million de dollars. Donc, on y va. Donc, ça commence par le calcul de l'encaisse nette. Donc, l'encaisse nette, c'est le montant, finalement, du revenu net moins service de la dette. Donc, il faut calculer le service de la dette. Ça nous le prend. Évidemment, on va commencer avec le non-assuré. Donc, 70% de 1 700 000 d'emprunt. On trouve le paiement. Bon, je pense qu'à cette étape-ci, du coup, une ligne financière, là, PY, CY, commencer à savoir comment ça fonctionne. Donc, ça donne le paiement x 12 ici, le service de la dette de 53 744. Auquel, évidemment, mais en fait, avec celui-ci, on va faire le calcul de l'encaisse nette, c'est-à-dire, donc ça, c'est notre service de la dette, donc revenu net moins service de la dette donne l'encaisse nette de 56 256. 56 256. Donc, ça, c'est le point de départ pour le calcul de notre rendement courant. La mise de fonds, bien, si on a 70% d'emprunt, on a 30% de mise de fonds. Donc, ça fait 300 000, 30% d'1 million. Donc, l'encaisse nette sur la mise de fonds x 100, 12,09%. 12,09% ici, directement. Ensuite, la plus-value. On nous disait dans le scénario que l'immeuble prenait une valeur de combien, je crois? Ça prenait 2%, je pense 2% par année. Hausse des prix, 2% par année. Donc, 2% de 1 million, ça donne 20 000. Donc, 20 000 sur 300 000 $ ici, fois 365 sur 365 fois 100, 6,67. Donc, on fait 200 000 de gains sur 300 000 au niveau de notre montant de mise de fonds. 6,67. Et le remboursement de capital. Il faut aller chercher le montant du capital remboursé. Il y a deux façons de le faire. Soit le plus simple, c'est le PRN. P11, P212. On va aller chercher le PRN, le principal remboursé pendant 1 an. Ou alors hypothèque de départ moins solde hypothécaire. Ici, en diminution de prix, on l'enlève où? C'est-à-dire, si les prix baissent, bien, c'est sûr, on aurait un rendement négatif. On aurait un rendement négatif à ce moment-là. Donc, c'est sûr que ça pourrait arriver. Ça serait rare, mais c'est comme en ce moment, avec la surprime des propriétés qui commence à rebaisser un petit peu. Donc, ça serait un rendement négatif. Oui, vous auriez perdu de l'argent. Vous auriez perdu de l'argent et donc, on comprendrait que si votre mise de fonds elle est plus petite que assurée que non assurée, bien, votre perte sera plus grande. Ça marche dans les deux sens. Ça marche vraiment, vraiment dans les deux sens. C'est un peu comme à la bourse. Quand tu joues plus à risque, bien, quand ça monte, tu as plus d'argent. Quand ça baisse, tu en perds plus. Donc, c'est le même principe ici. Et remboursement de capital, 12 597,80 divisé par 300 000 fois 100, 4,20. Donc, total du TRI, 22,96%. 22,96. Petite question avant qu'on aille plus loin. En fait, 22,96, qui l'avait trouvé? Qui avait eu le prêt conventionnel 22,96? Sylvie, vous ouvrez le bal ici. Vous avez fait une moyenne, Yvan? Intéressant, mais non, c'est votre argent, c'est vos entrées d'argent. Donc, si je vous demande, vous gagnez, je sais pas moi, 100 000, puis votre conjoint gagne 100 000 aussi, parce que je veux pas dire plus ou moins pour faire discrimination, ça fait 200 000. Si je vous demande c'est quoi le revenu familial, vous ne direz pas 100 000 de moyenne, vous allez me dire, on fait 200 000 dans la maison. Donc, c'est le total, c'est votre argent, donc divisez pas par 3.
directement la somme des trois, c'est vos entrées d'argent. Donc, je vois ici, évidemment. Donc, excellent. Donc, au moins, j'ai pas mal de personnes qui l'ont eu. Excellent. Mais le principe est le même pour le prêt assuré. C'est juste qu'on va rajouter la prime d'assurance et les droits de souscription. Donc, on y va. Nous avons 85% ici pour ce qui est de l'hypothèque assurée. Donc, ça fait 850 auquel on rajoute la prime et les droits. Et ça vous donnait 890 650. 890 650. N'oubliez pas que la prime et les droits de souscription s'ajoutent à l'emprunt ici. Donc, 890 650. On trouve le service de la dette. Donc, je vous le résume parce que vous avez le détail ici. Là, vous comprenez le principe. Le paiement, la ligne financière. Bon. Le service de la dette qui est de 63 691. Et donc, l'encaisse nette est de 90 000 moins 63 000 de service de la dette. Ça donne 26 309. Voilà ici notre encaisse nette. Encaisse nette de ce que ça donnait ici directement. Donc, le rendement courant est de 26 309 divisé par 150 000 fois 100. Donc, 26 309 divisé par 150 000 fois 100, 17,54. Ce qui est intéressant, c'est que la mise de fonds, elle est plus petite. Donc, dès que je fais de l'argent au-dessus, avec une mise de fonds petite en dessous, les montants sont importants. Ça, c'est le Y, exactement. Exactement, Sylvie, c'est en plein ça. La différence, c'est quand on fait TGA, hypothèque mise de fonds, on vous l'impose. On vous dit, moi, là, je veux ce rendement courant. Alors que ici, maintenant, on le calcule. Voilà la nuance entre les deux. Ici, on arrive directement à le calculer. Alors que l'autre, on l'exige. Voilà la nuance entre les deux. Mais c'est la même affaire. On parle de la même chose. La plus-value, 20 000 sur 150 et non pas 20 000 sur 300. Fait que vous voyez, le rendement de la plus-value, il explose. Ben, il explose. Il augmente. Mauvais jeu de mots que c'est arrivé avec la compagnie de propane. Donc, 13,33% ici. Et le remboursement de capital, P1, P2, P11, P212, le PRN, et ça vous donnait 17 855 sur 150 000, 11,90. Total des trois, 42,77%. C'est mieux. C'est pas toujours comme ça. Ça dépend de facteurs. Regardez, tantôt, la question a été posée précédemment s'il y avait une diminution de prix. Ben, c'est sûr, s'il y avait une diminution de prix des immeubles, ça viendrait jouer dans la possibilité qu'un des deux soit plus rentable. Tout comme également, si, exemple, les taux hypothécaires étaient dans le tapis violent, là, genre 18% comme vos parents ont eu il y a plusieurs années, tout dépendant où ils habitaient, évidemment. Donc, bref, ça peut avoir un impact. Mais à paramètres fournis dans l'énoncé, le scénario assuré est le plus intéressant. Et si on se base sur la moyenne statistique des dernières années, je parle des 10-15 dernières années, c'est souvent l'assuré qui est le plus intéressant parce que les taux hypothécaires, ben là, oui, ils ont monté pas mal, mais c'est quand même... Tu sais, les gens s'énervent parce que le taux hypothécaire est à 5%. Vos parents, ils partent à rire, ils s'étouffent parce qu'eux, ils ont payé du 18-20% à l'époque et on a déjà connu du 9, du 11, du 15. Fait qu'à 5%, les gens s'énervent, oui, parce qu'ils sont habitués de payer 2-3. Là, c'est à 5, c'est la grosse panique générale, mais en réalité, c'est quand même bas. Si on prend les 50 dernières années, ben, ce qu'on paye en ce moment à 5%, c'est pas énormément élevé, mais les gens sont tellement endettés que oui, ça a un impact, évidemment. Il y en a même qui peuvent plus bas que ceux qui sont non assurés. Même en ben, oui, ça se peut. C'est pour ça que je dis, c'est toutes les variables. Donc, vous avez des paramètres. Vous faites les calculs avec les paramètres fournis et selon les paramètres, voilà qu'est-ce qui est le plus rentable. Ne partez jamais dans une supposition, genre de phrase qui n'est pas bonne. Les hypothèques assurées sont toujours plus intéressantes. Faux. Ça dépend. Ça dépend des données. Ça dépend du client. Est-ce que le client veut du rendement court terme, c'est-à-dire du fric à la fin de l'année dans son compte de banque, ou un meilleur rendement, mais sur le long terme, parce que n'oubliez pas que la plus-value, tu le fais quand tu revends. Le remboursement de capital, quand tu revends. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ne partez pas avec des phrases
qui ne sont pas tout à fait exacts. À paramètres fournis, dans le calcul des deux scénarios, l'hypothèque assurée ici est la plus intéressante au niveau des rendements. Mais là, ça dépend du profil du client aussi. Pour ça, je dis, il ne faut pas trop partir dans des suppositions automatiques. Il faut analyser et présenter les données. Et madame, monsieur choisissez qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. Et bien voilà. Qui avait eu 42,77? Donc, je n'avais pas posé la question. Donc, évidemment, je m'attends que si le premier a bien fonctionné, le deuxième également ait bien fonctionné. Donc, j'ai quelques personnes ici. Excellent. Parfait de ce côté-là. On va terminer avant la démonstration parce qu'il reste quelques petites questions à terminer également. Donc, vous pouvez enlever votre pouce, tout le monde. Vous pouvez enlever votre pouce. Et on va aller finir. C'est pas très, très long. Ça va peut-être prendre une quinzaine de minutes, dizaine de minutes. Page 114. Vous allez finir les petites questions ici. Vous allez faire les questions d'amorce. Ici, directement. Donc, question d'amorce, page 114. 115, ici, directement. On va aller ici, page 115. Ça, on l'avait fait. Donc, vous allez faire numéro 1, 2, 3 et 4, on l'avait fait. Je vais peut-être vous marquer les numéros, de toute façon, à l'écran. 3 et 4, on l'avait fait. Ça, on l'avait fait également. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Celui-là ici, avant impôt, on l'avait fait. Bref, ça, on l'avait fait. Fait qu'en fait, vous allez me faire les questions d'amorce et numéro 1 et 2. Donc, question d'amorce et numéro 1 et 2. Donc, en fait, page 114, en fait, 114 et 115, si je comprends bien. 114 et 115. Donc, je pense que c'est les seules questions théoriques qu'on n'avait pas fait. Donc, vous allez faire 114, 115. C'est vraiment pas très long, je vous le dis, c'est 5 minutes. C'est même pas plus long que ça, 5-10 minutes maximum. Et placez votre pouce quand vous avez fini. Numéro 8, on l'avait fait. Numéro 8, on l'avait fait en classe, normalement. Il est barré sur ma feuille. Donc, numéro 8, normalement, c'était... le 5 plutôt. Attendez, je vais aller vérifier le numéro 5. Peut-être que 5, on ne l'avait pas fait. C'est possible, c'est une question de base. Oui, numéro 5 ici. Numéro 5, effectivement, oui. Donc, vous allez faire question d'amorce, 1, 2, 5. 1, 2, 5. Tout simplement. Donc, 1, 2, 5. Vous y allez. Donc, question 1, 2 et 5. Et les questions d'amorce. Placez votre pouce quand vous allez terminer. De toute façon, le numéro 5 n'est pas très difficile, vous allez voir également. Donc, allez-y. Question d'amorce, question 1, 2 et 5. Placez votre pouce.
encore une minute ou deux, et on regarde les réponses. Allons voir les réponses et ensuite on termine avec la démo du taux de rendement interne après impôt que, je répète, ne sera pas à l'examen final, mais vous allez voir la démarche et vous vous amuserez à faire le seul unique exercice que dans le cahier. On jettera un petit coup d'œil au prochain cours, là, donc ça ne sera pas à faire en classe. On ne se donne pas de temps en classe pour le faire compte tenu de son niveau de difficulté, le temps que ça prend. Vous pourrez le faire là, d'ici notre prochain cours, il n'y a pas de problème. On fera qu'un survol. Vous avez la réponse également à la fin. Donc 309, on fait un petit tour rapide des petites questions et après ça, je fais la démo. Donc 309, 999 ne sera pas là ici. Donc, et voilà. Donc, selon vous, quelle information avez-vous besoin pour calculer le rendement interne avant impôt actualisé? On a besoin de mise de fonds, les encaisses de chaque année et l'encaisse de la revente avant impôt. Et ce qu'on va faire tantôt, pour finir, c'est exactement ça. Mais on aura des encaisses de chaque année après impôt et on aura une encaisse de la revente après impôt. Voilà la nuance qu'on va avoir. C'est le même processus, c'est identique, c'est juste que chaque encaisse d'année et de revente seront après impôt. Donc, on va falloir déduire tout ce qu'on a le droit de déduire pour pouvoir calculer les impôts et arriver avec les encaisses nettes après impôt. Dans quel contexte on utilise le IRR? En fait, cette fonction donne le rendement interne, le taux de rendement interne, mais il est utilisé sur plusieurs années. Il fonctionne sur un an, mais ça ne donne rien d'utiliser. Les trois formules vont donner la même chose. Si vous le faites sur plus qu'un an, exemple sur 3, 4, 5 ans, eh bien le IRR est intéressant parce qu'il donne le taux de rendement interne annuel composé pendant X nombre d'années. Mettons 15% par année pendant nombre de temps. C'est comme ça qu'on doit le voir ici. Donc, ça permet d'avoir une idée de comparer ça avec un autre type de placement qui vous donnerait un certain rendement annuel pendant un certain nombre de temps. Quels sont les avantages d'opter pour une assurance hypothécaire? Premièrement, mise de fonds plus faible, donc capacité d'emprunt plus élevée. Ça permet d'avoir des meilleurs taux de rendement interne, évidemment dépendant des circonstances, meilleurs taux hypothécaires aussi, et période d'amortissement jusqu'à 40 ans. C'est sûr que les banques peuvent offrir ce qu'elles veulent, mais dans le sens que, vu que c'est assuré, normalement, on sait qu'on est limité à 25 en résidentiel, mais on peut aller jusqu'à 40 en 5 logements et plus. Donc, voilà ici à quoi ça sert l'assurance hypothécaire. Donc, c'est vraiment pour ces situations-là. Ensuite, il restait la question 1, 2 et 5. Comment calcule-t-on l'encaisse nette? Bien, en fait, une question vraiment de base, c'est on trouve le revenu net à partir du brut potentiel. Donc, on trouve le revenu net. Et une fois qu'on a le revenu net, on enlève évidemment le service de la dette
pour avoir l'encaisse nette. Donc, ça part du brut potentiel, moins une occupation, mauvaise créance, moins les dépenses donnent le revenu net. Et ensuite, revenu net, moins le service annuel de la dette. Ça donne l'encaisse nette, qui est la première composante de notre rendement courant. Quels sont les 3 rendements du TRI? Bon, sérieusement, celle-là n'est pas trop difficile. C'est le rendement sur le revenu courant, sur la plus-value et sur le remboursement de capital. Les 3 sont demandés dans les examens à l'OACIQ. On a des comptes rendus très clairs, sans ambiguïté, qu'ils ont demandé de calculer les 3. Donc, il faut vraiment être à l'aise avec ceci. Et la question 5, on va aller la chercher. Ça aussi, c'était vraiment pas compliqué. Vrai ou faux, maximiser l'effet de levier est pertinent pour quelqu'un qui cherche à avoir beaucoup d'encaisse? Non. Non, c'est l'inverse. Quand quelqu'un veut beaucoup d'encaisse, il ne faut pas qu'il y ait trop de service de la dette. Il faut justement que les revenus deviennent l'encaisse. Donc, à ce moment-là, maximiser l'effet de levier, c'est d'emprunter finalement au maximum. C'est ça qui est l'objectif de l'effet de levier. Pour certaines personnes qui ont une vision long terme de la chose, ça peut être intéressant. Quelqu'un qui, à court terme, veut beaucoup d'argent en encaisse, c'est peut-être pas l'idéal dans ce temps-là. Voilà pourquoi ça dépend du client. Ça dépend toujours du client. Et donc, dans ce cas-ci, c'était faux. Fait que c'était pas difficile. C'était vraiment un petit rappel là, de ce qu'on avait discuté, fait comme calcul aussi. Maintenant, on finit avec ceci. On va aller dans votre manuel de classe. Et là, on va regarder une démonstration qui va probablement vous donner des mots de tête. J'espère que vos advilles ont commencé à faire effet. Mais on va aller voir ceci. Donc, le taux de rendement interne, page 109, après impôt. Page 109, taux de rendement interne, après impôt. Ce que je vais faire, c'est vous expliquer le processus. Je vous fais la démo. Il y a un exercice. Je vais vous donner tout de suite le numéro de l'exercice. Il y a des gens qui doivent quitter, des fois vers 14 heures. Souvent, il y a des gens qui ont des visites tout de suite après. Je vais vous donner le numéro de l'exercice que vous aurez à faire à la maison. OK? C'est pour faire de pratique seulement. Le numéro, c'est celui qu'on n'a pas fait, finalement. Ça va être le page 129, étude de cas numéro 1. Donc, page 129, étude de cas numéro 1. Et dans le cahier d'exercice, je vais vous le montrer tout de suite. Regardez bien. Je vais vous juste vous le préciser, parce que je sais qu'il y a des gens, des fois, qui quittent, puis je n'aurai pas le temps de donner l'info. Donc, page 100 avec quoi qu'ils peuvent écouter à la reprise, je vous dis. Regardez bien ça ici. Donc, 129, ça ne sera pas bien long, je vous le montre ici. Donc, regardez pas ça. Et voilà. Donc, vous allez avoir une question théorique ici. Vous regarderez ça. Vous allez avoir des paramètres ici. Et on vous demande quel serait le TRI après impôt. Après impôt, ici. Et on vous a donné, dans votre cahier, par des pages blanches, un tableau. Parce que ce tableau-là, on va le voir dans quelques instants dans la démonstration. Encaisse, impôt et amortissement fiscal. Et oui, la DPA. La DPA va revenir. Ben oui, c'est déductible d'impôt. Donc, il faut en tenir compte dans un après-impôt. Et vous allez avoir un tableau de l'encaisse de la revente, qu'il sera aussi dans votre démonstration dans quelques instants. Et tout ceci, si vous le complétez bien, vous aidera à trouver le TRI. Donc, vous allez voir dans quelques instants une démonstration mathématique du processus. Et quand vous ferez l'exercice, bien, venez compléter ce tableau ici et ce tableau ici de l'étude de K1 pour ensuite simplement plugger vos données dans la calculatrice pour en obtenir le rendement interne après impôt. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce que vous avez. Et c'est ça qu'on va regarder maintenant. Vous allez voir, la démonstration va prendre à peu près 20 minutes. Pas plus que ça. Parce que c'est une démo, vous ne faites pas de calcul. Et ensuite, vous l'essayerez de le faire à la maison. Comme je l'ai dit, je ne le demanderai pas dans les examens. C'est bien trop long pour un examen. Même à l'OACIQ, ils ne s'approchent même pas de ça. C'est bien trop long. Ils ne peuvent pas vous demander quelque chose qui prend 2 heures à compléter. Donc, comment ça marche? Un taux de rendement interne après impôt, ben c'est simple. C'est tout après impôt. La mise de fonds, c'est la mise de fonds. Ça ne change pas. On aura besoin des encaisses qui seront après impôt et l'encaisse de la revente après impôt. Donc, c'est le même processus, c'est le même IAR, c'est la même fonction CF. Tout est identique de ce qu'on vient de faire juste avant.
pas heureux là, mais l'autre, tantôt quand on a recommencé. Donc, celui-là avec le actualisé, composé. C'est le même processus identique. La différence, c'est que tout sera après impôt et non pas avant impôt. Fait qu'est-ce qu'on aura de besoin à compléter pour faire de l'exercice? Vous allez avoir un tableau d'encaisse. Donc, un tableau d'encaisse, c'est le tableau qui dit combien d'argent après impôt il reste à la fin de l'année. Vous aurez un tableau d'imposition parce que il faut enlever les impôts. OK? Mais combien d'impôts j'enlève? Il y a un calcul à faire. Il y a un tableau pour faire le calcul des impôts. Quand on parle d'impôts, on parle d'amortissement fiscal, la DPA. On va se servir de la DPA, de l'amortissement fiscal pour faire quoi? Baisser les impôts à payer. Et donc, si on utilise la DPA, ça veut dire quoi? Récupération d'amortissement à la revente. On va tout faire ces calculs-là. Donc, un tableau d'amortissement fiscal et la feuille d'encaisse à la revente, c'est-à-dire le calcul de combien d'argent il reste une fois qu'on revend l'immeuble, qu'on rembourse les impôts, pas les impôts, mais la DPA, et qu'on paye l'impôt sur le gain capital, tout. À la fin, après impôt, il reste combien? La rétribution payée, la banque remboursée, combien qu'il reste? Feuille d'encaisse de la revente. Donc, si on complète tout ça, après ça, il suffit d'entrer dans la calculatrice les informations. Petite démo. Donc, petite démo et les informations vont vous être données au fur et à mesure du scénario. Donc, prenons un exemple d'un immeuble acheté 1,7 million. Donc, on paye 1,7 million, un 40 logements. Et nous avons un brut potentiel, un brut effectif et un revenu net. Parfait. Donc, on paye 1,7 million et nous avons les revenus nets qui sont ici directement. L'immeuble en question est détenu pendant 3 ans. Donc, notre scénario, on va le faire sur 3 ans. Et les revenus nets augmentent de 2 % par année. Fait que vous voyez que les paramètres ressemblent énormément à ce qu'on avait vu précédemment. Jusque-là, il n'y a pas de différence. Considérer la rétribution 5 % taxes incluses, c'est semblable à ce qu'on a fait tantôt. Et nous avons un prêt hypothécaire de 1,1 million à 6,75 sur 25 ans. Donc, on vous donne, pour les fins de l'exercice, directement le montant du prêt hypothécaire. Calculez un taux d'impôt à 40 % et le prix de revente sera de 1 850 000. Et on verra plus loin la ventilation du prix d'achat et de revente du terrain de la bâtisse. Quand on en aura besoin, ça l'apparaîtra. Le premier tableau, le tableau des encaisses. Si vous remarquez ceci, je vais le mettre en rose, regardez ceci. Trouvez pas que ça ressemble étrangement à ce qu'on a fait tantôt, au tout début, quand on a fait un autre exercice, revenu net, moins service de la dette, égale l'encaisse avant impôt. C'est exactement ce qu'on a fait tantôt. Le TRI avant impôt, c'est exactement ça. Vous le voyez, c'est exactement pareil, il n'y a pas de différence. Revenu net, moins service de la dette, égale l'encaisse avant impôt. Sauf que là, on a un problème. L'impôt. C'est combien d'impôts qu'on paye là-dessus? Et là, il faut faire attention, n'allez pas trop vite. Il ne faut pas se dire, ouais, mais j'ai juste à calculer l'impôt sur l'encaisse. Non, pas du tout. Parce que j'ai le droit de déduire la DPA. Les intérêts hypothécaires sont déductibles parce que c'est un frais relié au processus de faire de l'argent. Donc, il faut que j'ai déduit ces affaires-là. Donc, on est bloqué en ce moment. On a commencé notre tableau. On a mis les revenus nets indexés. On a calculé le service de la dette grâce à l'hypothèque juste au-dessus. Et on arrive aux encaisses avant impôt. Jusque-là, il n'y a aucune nouveauté. C'est pareil à ce qu'on a fait. Mais là, on est bloqué. On ne peut pas trouver l'impôt comme ça parce qu'il faut tenir compte de la DPA et il faut tenir compte des intérêts hypothécaires déductibles. Il ne faut pas payer de l'impôt pour rien. Si on peut sauver de l'impôt, on va le sauver. Fait que ce qu'on fait, on arrête ici. Et on s'en va. On s'en va dans le deuxième tableau. Le tableau d'imposition. Donc là, on est bloqué. On ne peut pas aller plus loin. On va changer de tableau. Et le deuxième tableau, le voici. 5.3. Donc,
Le tableau d'imposition, lui, il va calculer les impôts qu'on doit payer après avoir déduit tout ce qu'on a le droit de déduire. Donc, on a nos revenus nets et on va déduire les intérêts de l'hypothèque. Donc, première chose qu'on déduit, c'est les intérêts de l'hypothèque. Ils sont fiscalement déductibles parce que la banque, elle est imposée sur les intérêts. C'est un revenu pour la banque. Donc, vous pouvez les déduire. Et comment trouver les intérêts de chacune des années? Mais vous avez le petit calcul juste ici au-dessus, tout simplement. Donc, vous allez faire de P1, 1, P2, 12, sortir le INT, les intérêts de la première année, 13 à 24, 25 à 36 pour la troisième année. Et ça va vous donner les intérêts qui sont fiscalement déductibles. Donc, j'ai beaucoup de revenus. Vous voyez mes revenus ici. Mais avant d'imposer ça, on va dire, oh, minute, on ne va pas imposer les revenus comme ça directement. On va déduire les intérêts. Attention, on ne déduit pas le capital. Les intérêts sont déductibles. Et ça vous donne un revenu net avant l'amortissement, parce qu'on va se servir de la DPA pour payer encore moins d'impôts. On sait qu'on va rembourser à la fin, mais en cours de route, ça peut être avantageux. Sauf que c'est quoi l'amortissement? C'est combien? Bien, ça se calcule sur la bâtisse. L'année d'acquisition, c'est la moitié de la valeur. Il faut tout calculer ça. On est bloqué. On est bloqué complètement. Donc, petite barrière ici en bleu, on est bloqué. Fait qu'on va aller calculer les amortissements. C'est 4% effectivement. Donc, là, vous voyez, on a fait le premier tableau, on est bloqué. Ça en va dans le deuxième tableau, on est bloqué. On ne peut pas aller plus loin. Troisième tableau. On a un tableau qui sert à calculer l'amortissement fiscal. Pour calculer l'amortissement fiscal, j'ai une ventilation. Elle vous est fournie pour les fins d'exercice, sinon vous l'auriez calculé. Terrain, 700 000. Bâtiment, 1 million. À la revente, 1 million sans la bâtisse, 750 000 le terrain, total 1 million 850. Donc, j'ai le prix de ma bâtisse au départ, 1 million. Eh bien, je m'en vais dans le tableau d'amortissement. Donc, le tableau d'amortissement, le voilà. Évidemment, c'est une démo, il est complété. C'est la catégorie fiscale 1 au niveau de la DPA. On l'avait vu, c'est le fameux 4%. Et comme on avait déjà dit, la moitié de la valeur, donc la moitié de 1 million, est utilisée pour fin d'amortissement fiscal. Ça, là, c'est exactement le même calcul que vous avez fait tantôt. Regardez, je vous remonte l'intra là, de tantôt. Là. Regardez ce qu'on a fait tantôt dans l'intra. Excusez, pas celui-ci, un petit peu plus loin. Regardez ça, la question 3 de l'intra. C'est exactement la question 3 de l'intra ici. Pareil. Vous avez une bâtisse et je vous demande de la déprécier sur 3 ans. Eh bien voilà, c'est exactement la même chose que la question 3 de l'intra. 500 000 à 4%, 20 000 de TPA. Il reste 980. 980 à 4%, 39 200. Il reste 940 800. 940 800 à 4%, 37 632. Il reste 903 168. Ça, c'est nos TPA. C'est ça qu'on a besoin. Ça veut dire que si on recule d'un tableau, prenons le tableau ici, je vais juste effacer qu'on se retrouve un peu. Ici, j'ai fait 121 000 de revenus. J'ai déduit mes intérêts hypothécaires. Il me reste 48 000 de revenus nets avant l'amortissement. Eh bien, je vais déduire ici l'amortissement que je viens de calculer, qui va me donner mon revenu imposable et qui va me donner après ça les impôts à payer dessus, c'est 40 %. Voyez-vous la séquence? Je fais des gros revenus nets, je déduis les intérêts, il m'en reste moins, je déduis la DPA, il m'en reste encore moins, et c'est là-dessus que je vais payer mes impôts. Et c'est ça qu'on retrouve dans le tableau du bas, ici, 5.5.
celui-là ici que j'encercle. Mes revenus nets, moins mes intérêts hypothécaires. Il me reste un revenu avant amortissement, moins l'amortissement de 20 000 $. Il reste 28 752 et là, c'est 40 % d'impôt là-dessus qui donne un impôt à payer de 11 501. 11 501. Deuxième année, même affaire, 5 279. Troisième année, 7 418. Ça veut dire, là, à la deuxième année, la personne a fait 123 000 de revenus nets et il paye 5 279 d'impôts. On dirait quasiment la Trump Corporation, là, quasiment, là. Fait que ce qui est arrivé il y a un mois environ, un peu moins. Donc, beaucoup de revenus, presque pas d'impôts à payer. Mais attention, à la revente, il va y avoir la récupération d'amortissement. Donc, il faut faire attention, c'est pas fini, non. On ne deviendra pas millionnaire en 3 semaines. À la revente, on paiera la récupération. Mais on voit que les revenus ont pu bénéficier de la déduction fiscale des intérêts et de la déduction fiscale de l'amortissement pour payer finalement pas beaucoup d'impôts. Vraiment pas beaucoup. Et là, on a nos impôts. On a nos impôts de chaque année. Qu'est-ce qu'on avait tantôt? Le premier tableau où on était bloqué, rappelez-vous, regardez, je vais reculer ici. Ici, regardez ce tableau-là ici. À la page 110, on était bloqué. Revenu net, j'enlève l'hypothèque et je vais enlever les impôts pour avoir l'encaisse. Mais je ne sais pas c'est quoi les impôts. Eh bien, je remonte mes impôts dans le tableau qui est ici. Bien, j'étais bloqué tantôt. Là, je viens de débloquer la chose avec mes impôts. Que j'envoie juste ici, regardez. Vous avez le tableau 5.6 qui est le même que le premier. Ça, c'est le tableau de l'encaisse. C'est final. Donc, les revenus, moins service de la dette, moins les impôts, l'encaisse après impôt. Distinguez bien le rôle des deux tableaux. Le tableau des encaisses, c'est le chemin du compte de banque. Combien d'argent il reste dans le compte de banque en encaisse? C'est ça qui nous intéresse. Comprenez-vous? J'ai 121 000, je paye l'hypothèque, je paye les impôts, voilà ce qui reste. Le chemin de l'imposition, c'est pas le compte de banque. L'imposition, c'est la fiscalité. Je fais 121 000 de revenus, j'ai le droit de déduire les intérêts, j'ai le droit de déduire la DPA, voilà les impôts qu'il faut payer. Mais c'est pas ce qu'il y a dans le compte de banque. C'est le chemin fiscal. Combien d'impôts je dois payer? Le chemin du compte de banque, c'est le tableau d'encaisse. Et pour résumer le tout, voilà les 3 tableaux mis ensemble. Je ne sais pas si vous avez peut-être déjà joué avec ça quand vous étiez plus jeune ou avec vos enfants, les jeux de serpent à échelle. Vous savez, là, on se promène dans une espèce de tableau avec des serpents, on descend, des échelles, on monte. C'est exactement ça. Regardez bien, on commence à remplir le tableau d'encaisse, on est bloqué. On s'en va au tableau d'imposition. On est bloqué. On s'en va au tableau d'amortissement. On trouve les amortissements, on monte. Donc, les amortissements, ils remontent ici. Et les impôts, ils remontent ici. Et on a notre résultat final. Voyez-vous un peu le principe? On commence, on descend. On continue, on descend. On trouve l'amortissement. On ramène l'amortissement, on trouve les impôts. On remonte les impôts, on trouve l'encaisse. Voilà le chemin ici. Comment réaliser le tableau ici complet. Ça, je l'ai dit, à l'OACQ, ils ne peuvent pas vous demander ça, ils vont vous achever. Là, vous avez une démo déjà réalisée. Quand vous allez faire vous-même les calculs, vous allez voir que ça prend du temps à faire tous ces calculs-là. Mais vous voyez le chemin, comment ça marche. Au final, tout ce trouble-là, c'était pour avoir ceci que je vais mettre en bleu pour le redistinguer. C'est ça qu'on avait besoin. Les encaisses après impôt. C'est juste ça qu'on voulait. Tout le reste, on n'a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est l'encaisse après impôt. Mais pour se rendre là, il faut passer par le tableau d'imposition, par le tableau des amortissements, calculer l'impôt, déduire l'impôt de l'encaisse avant impôt pour avoir l'encaisse après impôt. Donc, tout ce chemin pour la case en bleu qui est ici à l'écran. Maintenant, revendons l'immeuble. Là, j'ai mes encaisses, j'ai ma mise de fonds,
il manque la revente. La revente après impôt. C'est la seule chose qui me manque. Fait qu'on va faire le même chemin que tantôt. À la différence, c'est qu'on va payer nos impôts. Alors qu'on n'avait pas payé les impôts tantôt. Donc, nous avons la valeur de revente. On va déduire la rétribution. Donc, même principe que tantôt. On déduit la rétribution. On va rembourser notre hypothèque. P136, P236, le solde hypothécaire. Donc, si je prends une petite pause, je vais passer par-dessus ici. Si vous regardez l'étape 6 ici, cette partie-là, je l'encadre en bleu, est exactement identique à ce qu'on avait fait ensemble. Vente, moins rétribution, moins le remboursement de l'hypothèque. C'est comme ça qu'on a fait l'exercice tantôt. Prix de vente, moins la rétribution, moins le solde hypothécaire. Sauf que là, il faut qu'on paye l'impôt sur le gain capital, il faut qu'on paye l'impôt sur la récupération d'amortissement. C'est ça qu'il faut qu'on fasse maintenant. Et ça, c'est la question que vous aviez dans l'intra. Je pense que c'est la question 2 ou 3 dans l'intra. Calculer l'impôt total. Mais c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Fait que voici comment on calcule l'impôt. Étape 3. Calculons l'impôt sur le gain en capital. Donc, calculons l'impôt sur le gain en capital et rappelez-vous qu'est-ce qu'un gain en capital. Un gain en capital, c'est le produit de disposition moins le prix de base rajusté. Le prix de vente moins les frais reliés à la vente moins le prix d'achat qui a été majoré des frais reliés à l'achat. Produit de disposition moins prix de base rajusté. Bon. Il faut que je calcule la bâtisse et le terrain. Donc, l'impôt à la vente de la bâtisse, l'impôt à la vente du terrain et la récupération d'amortissement sur la bâtisse plus tard. J'ai une rétribution qu'on a calculée précédemment de 92 500. Ça, c'est 5 % de la vente. OK? 5 % de la vente. Mais, s'il faut que je calcule l'impôt de la bâtisse, j'ai besoin de la rétribution qui concerne la bâtisse. Si je dois calculer l'impôt du gain en capital du terrain, il faut que je sache c'est quoi les frais de la rétribution reliés au terrain. Eh bien, j'ai une étape intermédiaire à faire, c'est-à-dire de prendre la valeur de la bâtisse à 5 % de rétribution, 55 000, et la valeur du terrain à 5 %, 37 500. Si vous voulez avoir le montant de rétribution qui est associé à la bâtisse et le montant de rétribution qui est associé au terrain, vous devez calculer sur la portion bâtisse la rétribution et sur la portion terrain la rétribution. L'idée, c'est quoi? Je veux le produit de disposition du bâtiment. Combien la bâtisse s'est vendue, moins les frais reliés à la vente. Eh bien, dans le scénario, on me disait que la bâtisse était vendue 1 million 100. Payé 1 million, vendu 1 million 100. Mais j'ai 55 000 de rétribution, parce que mon 92 500 de rétribution, il y en a 55 000 de la bâtisse en proportion égale et 37 500 pour le terrain. Vente, bâtisse, moins rétribution associée à la bâtisse, portion de rétribution associée à la bâtisse, moins prix d'achat de la bâtisse. 45 000 d'impôt. Pas d'impôt, de gain capital. Je reprends ma phrase. Vente de la bâtisse, 1 million 100. Moins les frais reliés à la vente de la bâtisse. Donc, certaines portions de la rétribution vont pour la bâtisse. Moins 55 000. Moins l'achat de la bâtisse, gain capital de 45 000. C'est comme ça qu'il faut le faire. Parce que notre rétribution de 5 %, elle est pour toutes. La vente à 1 million 50. Mais si je veux savoir combien pour la bâtisse, je calcule le 5 % sur la bâtisse. Si je veux le terrain, 5 % sur le terrain. Les deux ensemble donnent le total de la rétribution. Rétribution
pour le terrain. C'est 5 de la valeur de vente du terrain. Juste du terrain. 37 500. Donc, le gain capital du terrain, vente du terrain, 750, moins rétribution associée à la vente du terrain, 37 500, moins le coût d'achat du terrain, 700 000, donne un gain capital de 12 500. Donc, gain capital, 12 500 $. Eh bien, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai 45 000. Je vais changer de couleur ici parce que sinon, on ne se retrouvera pas. Je vais le mettre en rose ici. On a 45 000 de gain capital pour le bâtisse, 12 500 pour le terrain. À ce moment-là, on peut calculer l'impôt. Donc ici, seulement 50 du gain est imposable, 2 500 $ d'impôt. 2 500 $ d'impôt, alors qu'au-dessus, nous avions ici 50 du gain pour la bâtisse est imposable. Ça donnait ici 9 000 $ d'impôt à payer. Donc, on prend 45 000, on divise par 2 et on calcule 40 d'impôt là-dessus. Comme la question 3, je crois, ou question 2 que vous aviez à faire. Je pense que c'est la question 2. C'est exactement comme ça. Donc, vente du bâtiment, moins la portion des frais de la rétribution associée au bâtiment, moins le coût d'achat du bâtiment, donne gain capital. La moitié du gain est imposable à 40 Je viens donc de calculer, par le processus qui est ici, deux choses. Je viens de calculer l'impôt sur le gain capital de la bâtisse et l'impôt sur le gain capital du terrain. Il nous reste une chose à faire. C'est quand même compliqué. La récupération de l'amortissement. Eh bien, voilà l'étape de la récupération d'amortissement ici. On a achat 1 million, revente 1 100 000, moins la rétribution, mais il va rester quand même plus ici. Pourquoi on les sépare? C'est ça. On aurait pu ne pas les séparer, Sandra. On aurait pu ne pas les séparer effectivement, mais la raison pourquoi on les sépare, c'est que si on avait besoin des informations séparées, vous savez comment faire. Vous savez comment faire. Si on n'a pas besoin des infos séparées, vous auriez pu les mettre ensemble effectivement. C'est juste pour savoir comment faire si jamais que vous aviez besoin de l'information. C'est pas plus compliqué que ça. Quelqu'un pourrait dire, ouais, mais c'est quoi l'impôt là, pour mon terrain puis qui a pris de la valeur? Bon, ça permettrait d'avoir l'information en sachant comment faire. La récupération d'amortissement, on se rappelle, c'est toujours l'écart entre la FNACC et le plus petit des deux autres montants. Le plus petit des deux autres montants, donc FNACC et prix de base rajusté au produit de disposition. Donc, dans ce cas-ci, l'achat à 1 million, c'est plus petit que la vente. Même si on enlève la rétribution à la vente, c'est quand même plus élevé. Donc, l'achat. L'écart entre l'achat et la FNACC, vous l'aviez tantôt, regardez ici, parce que mon point rouge présentement à l'écran, vous l'aviez dans le tableau ici, après 3 ans, la fraction non amortie du coût de capital, 903 000 ici. 903 000. Eh bien, nous avons donc 1 million l'achat, moins la FNACC, c'est 96 832. 96 832 qui sera imposé à plein taux d'imposition. C'est exactement comme la question de l'intra. On avait un gain capital terrain, un gain capital bâtiment et on avait la récupération d'amortissement. 38 733. Et bien voilà, l'exercice est pratiquement fini. Vente, 1 850 000, moins la rétribution, moins le remboursement de l'hypothèque, moins l'impôt sur la bâtisse, moins l'impôt sur le terrain, on parle toujours du gain capital, moins l'impôt sur la récupération de l'amortissement en caisse de la revente. C'est tout ça qu'on avait besoin? Eh bien oui, on avait besoin de ceci.
La différence avec un TRI non impôt, un TRI avant impôt et un TRI après impôt, c'est l'impôt. Donc, quand on fait avant impôt, on arrête ici. On arrête parce que je mets le travers, là. On arrête là. Sinon, si on veut du après impôt, il faut enlever l'impôt sur le gain capital et l'impôt sur la récupération d'amortissement. Eh bien, tout est pratiquement terminé. On a notre encaisse à la revente ici. Nous avions précédemment la case en bleu, je vais la garder ici. On avait ceci, elle est rendue en rose maintenant. Donc, on avait nos encaisses après impôt. Quels sont les 3 éléments pour la calculatrice dans la fonction CF? La mise de fonds, les encaisses de chaque année et l'encaisse de la revente. Avant ou après impôt, c'est le même processus. On a la mise de fonds par le scénario, on a les encaisses après impôt de chaque année ici, et on a l'encaisse de la revente. Et bien voilà, on rentre le tout dans la calculatrice. Fonction CF, clear, n'oubliez pas le clear, on en a parlé tantôt. Mise de fonds en négatif dans CFO parce qu'on achetait 1,7 million et il finançait 1,1 million. Il y avait donc 600 000 de mise de fonds. Payer 1,7 million, hypothèque 1,1 million. Donc 600 000 de la mise de fonds. C'était pas dit, c'était écrit, je ne sais pas, mais on le déduisait. 1,1 million d'hypothèque, 1,7 million de valeur d'achat, 600 000 d'emprunt, 600 000 de mise de fonds. C01, c'est l'encaisse première année. C02, encaisse deuxième année, toujours après impôt. Et C03, n'oubliez pas le égal, hein, on en a parlé tantôt, encaisse de la troisième année, plus l'encaisse de la revente après impôt. Le processus est exactement identique. Pas différent. La mécanique est pareille. Ce qui est long, c'est les tableaux. C'est tous des calculs que vous connaissez. Et ensuite, le IAR, 7,51 %. Ça fait appel aux lignes financières. Ça fait appel au DPA, au calcul des impôts, au tableau d'amortissement P1, P2 pour calculer les intérêts. Ça fait appel à la fonction CF et IAR qu'on avait vu précédemment pour être capable de le calculer. Tout ce qu'on a vu depuis les premiers cours, pratiquement, c'est utilisé dans cet exercice-là. Le seul problème de l'exercice, c'est que c'est long. Ça ne finit plus les calculs. Heureusement, on n'a pas eu à les faire ici. C'est une démonstration. Mais tout calculer ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est pas l'affaire que tu fais en claquant des doigts. Je vous le dis, quand vous allez faire, c'est exactement ça. C'est une grosse révision générale. Parce qu'on révise tout. Involontairement, on révise presque tout ce qu'on n'a pas tout, mais presque tout ce qu'on a vu. Si on pense au DPA, si on pense à l'impôt, si on pense au TRI composé, si on pense également au P1, P2, le tableau d'amortissement, la ligne financière, tout est pratiqué dans cet exercice-là. Voilà pourquoi il est intéressant, mais il est trop long pour un examen final. C'est trop long. On ne peut pas mettre ça dans l'examen final. Une question, cet examen va être terminé. Donc, je ne peux pas mettre ça ici. Exactement. Voilà pourquoi aussi je ne le demande pas à l'examen. Parce que, comme vous dites, une erreur, c'est fini. C'est terminé. Il n'y a plus rien qui marche. Puis l'OACQ, il va plus avec des TRI sur une année, simple, pas d'impôt, parce qu'encore là, c'est trop long. Ils ne peuvent pas demander quelque chose comme ça. L'examen va prendre quasiment toute la durée pour faire ceci. Ça n'a pas de maudit bon sens. À date, il n'y a jamais eu de compte-rendu sur un TRI après impôt. C'est bien trop long à calculer. Donc, c'est souvent des TRI, 3 formules, 1 an, pas trop. Puis juste ça, c'est déjà long à calculer. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Mais, vous avez vu que ça a l'air. Vous savez que ça existe. Vous allez être capable même de le pitonner chez vous tranquille. Là, je vais prendre les présences. Essayez-le. Essayez-le. Faites-le l'exercice de l'étude de cas numéro 1. Peut-être pas tout de suite, mais faites-le tranquille à la maison, puis voir le processus. Ça va être un bon rappel de tout ce qu'on a vu. Tant mieux si vous y arrivez du premier coup.
Prenez le manuel pour vous guider par contre, hein, parce que sans le manuel, sérieusement, là, c'est bien compliqué. Prenez le manuel, suivez les étapes, complétez le tableau tranquillement, pas vite, puis voyez si vous arrivez à la réponse. C'est un TRI après impôt. Mais ça, c'est sûr, je ne vous le demande pas. À l'examen final, c'est trop compliqué. Fait que voilà la démo. Regardez-la à nouveau d'ici le prochain cours. Tentez de faire l'exercice. Prochain cours, je ferai un survol de l'exercice, tout simplement, voir comment ça a été. Est-ce une perte de temps? Vaut mieux? Ben, en fait, Yvan, c'est parce que, comme on disait précédemment, c'est un gros rappel de tout. Vous rappelez les TPA à la DPA, parce qu'on n'en refera pas d'autres. Vous rappelez les impôts à payer, on n'en fera pas d'autres. Alors que dans l'examen final, je vais vous les redemander à nouveau. Parce que l'examen final est récapitulatif. Fait que voyez-le pas comme étant une utilisation dans la vraie vie. Voyez-le comme un rappel pour l'examen final. Des différents sujets pris séparément. Parce que oui, il y aura des impôts à calculer plus tard, donc ça fait une pratique de plus, tant mieux. Voyez-le comme ça. Au pire, si vous n'avez pas le temps d'ici le prochain cours, énervez-vous pas avec ça. Là. Je ne vous demande pas de le remettre. Là. Vous le ferez plus tard, puis vous regarderez la réponse dans le manuel tout simplement, puis ça vous fera votre pratique à ce moment-là. Évidemment. Pas ça, le 5.3, qu'est-ce que vous dites, le 5.3? Le 5.3, attendez, c'est quoi le 5.3 ici? Le TRI après impôt, ben en fait, c'est que le TRI après impôt, je comprends ce que vous voulez dire, c'est le TRI après impôt, dans sa globalité, ne sera jamais demandé, mais, dans mon examen, mais voyez-le comme une pratique pour cet examen-là, pris séparément. Fait que c'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'il y a une perte de temps ou vaut mieux focuser sur autre chose? Moi, je vous dirais, d'ici l'examen final, prenez le temps de l'essayer, parce que ça va vous faire pratiquer les impôts, les DPA qui reviendront éventuellement à l'examen final, globalement. Donc, c'est une pratique. Voyez-le comme une pratique, toutes fusionnées ensemble. Mais pas le scénario complet. C'est trop long, évidemment, d'être demandé. Là-dessus, on va s'arrêter ici. On a fini chapitre 5. Évidemment, à part le petit survol qu'on fera de l'exercice qui n'est pas très long, là, on va commencer un autre chemin complètement différent au prochain cours. On va parler des espaces locatifs à bureaux. Les règles Beaumont, les règles de calcul, les différentes classes d'immeubles. On part là, dans un autre chemin, mais complètement différent. On aborde une nouvelle direction. Donc, on va parler de ceci, on va parler de l'évaluation des entreprises plus tard et de la comptabilité. Et on va déjà approcher, évidemment, de notre examen final. Placez-moi le pouce, tout le monde, pour la prise des présences statistiques. C'est juste pour fin de statistiques seulement. Donc, tout le monde, placez-moi le pouce vers le haut. Après ça, je vous laisse aller pelleter. Il doit y avoir pas mal de neige, dépendant de ce que vous habitez. Donc, placez-moi le pouce vers le haut. Ça va prendre juste quelques instants pour les fins de statistiques seulement. Il manque quelques pouces qui ne sont pas placés présentement. Donc, tout le monde, placez-moi le pouce. Je rentre ça dans le système et je vous reviens. Ça ne sera pas bien long.
Voilà, c'est fait. Donc, je vous libère. Vous ferez le petit étude de K1 quand vous aurez une chance. Probablement que ça soit fait maintenant. Allez pelleter et on se retrouve à notre prochain cours. Et on commence déjà à voir la lumière de l'examen final bientôt. Bon week-end tout le monde et on se retrouve au prochain cours. Bye bye tout le monde.